Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Shane Ecos. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Karima Lashgar. Bonjour Karima, Bonjour Marion. CEO d'Olki Wallet. Absolument. Je vais te dire une petite anecdote, c'est que je suis vraiment ravie que tu sois là parce que c'est la première fois que j'interviewe une femme qui travaille dans le monde du Web3 et dans la FinTech. Et je me dis que quand on aura une parité homme-femme dans ce monde-là, c'est que l'adoption aura été faite. Les hommes ont été plus vite convertis dans cet univers. Et aujourd'hui, on commence de plus en plus à être présente et à intégrer ce milieu-là et de pouvoir montrer à nos auditeurs et aux novices crypto qu'en fait, c'est un univers commun. Et ben, je trouve que c'est une très bonne chose. Je suis ravie d'être la première, je l'espère, d'une longue lignée. Je te présenterai plein de profils de femmes incroyables dans le Web3, si tu veux bien. Avec plaisir. Et c'est un constat que je partage totalement, puisque moi, j'ai un compte réseau social qui me permet d'interagir avec un certain nombre de femmes qui s'intéressent beaucoup à la crypto, à l'investissement crypto, qui veulent comprendre finalement ce que ça recouvre comme enjeu et qui se sentent totalement perdues parce que c'est vrai que le sujet de l'acculturation et de l'adoption est assez critique dans cette industrie. J'espère qu'on va en parler. Mais bien entendu, le sujet aujourd'hui, ça va être justement de comprendre d'où tu viens, qui tu es. Mais notre sujet principal, c'est le consommateur et l'utilisation de la crypto. Est-ce que d'abord, en prémisse, tu peux nous faire un petit résumé de qui tu es, d'où tu viens, ta formation au départ, pour ensuite un peu découler sur le reste? Je te remercie de me laisser l'opportunité de me présenter. Donc, moi, je suis Karima Lashgar. Je viens d'un background à la fois juridique et finance. En réalité, j'ai toujours évolué dans l'industrie bancaire et financière de différentes manières. Et dans l'univers traditionnel? Absolument. La banque, j'ai commencé d'abord par la banque traditionnelle, la banque de détail, la banque de gros, donc banque de détail, tout ce qui est crédit aux particuliers, crédit aux entreprises. Et puis la banque de gros, donc j'ai basculé sur le monde des marchés financiers, la banque d'investissement. Et ensuite, dans un second temps, quand je suis devenue avocate et que j'ai prêté serment en 2018, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au monde de ce qu'on appelle les fintech, donc les nouveaux entrants qui viennent concurrencer les acteurs traditionnels du secteur bancaire et financier. J'ai accompagné de gros acteurs du paiement, comme on peut dire les noms, j'ai le droit de communiquer. Revolut, des grosses fintechs de ce type-là. Et puis, mon portefeuille assez diversifié de clients. Et peu à peu, j'ai commencé à accompagner des acteurs dans le secteur des cryptoactifs, mais aussi des security tokens. Et en fait, j'ai d'abord commencé par accompagner des acteurs qui voyaient la blockchain. La blockchain, on va en parler de ce que c'est, la technologie des registres distribués, comme un moyen d'optimiser, si tu veux, leur process. Et je te parle d'acteurs traditionnels, des infrastructures de marché, type Euronext, type le Luxembourg Stock Exchange, pour ensuite commencer à vraiment accompagner des pure players crypto. Donc, mais en tant qu'avocate au départ? En tant qu'avocate, voilà, puisque j'ai évolué dans plusieurs cabinets d'affaires, jusqu'à diriger une équipe dans un cabinet qui s'appelle Osborne Clark, qui a une clientèle internationale, une équipe dédiée au Web3, à la crypto. Et donc, c'est là où j'ai vu plein de profils d'acteurs différents, des acteurs non régulés, des acteurs régulés. Donc, j'ai vu plein de choses. J'ai vu des acteurs malheureusement devoir cesser leur activité parce que n'ayant pas compris les enjeux. D'autres, au contraire, se développer jusqu'à devenir vraiment des acteurs à taille critique. Donc, c'était extrêmement intéressant ce passage dans le monde du conseil. Et c'est parce que je conseillais le groupe Olki, qui avait déjà compris que la crypto, ça allait l'avenir des fintechs du monde du paiement, mais aussi des acteurs traditionnels, que finalement, Franck Rouerou, qui est le fondateur d'Olki, m'a demandé de rejoindre. Un fondateur français ou luxembourgeois? Alors, un fondateur français, mais qui est installé à Luxembourg depuis plus de 20 ans, donc qui est vraiment devenu une figure luxembourgeoise de la place. Et d'ailleurs, le plus gros de nos équipes est à Luxembourg. On a plus de 100 personnes aujourd'hui chez Olki. La majorité est à Luxembourg, mais aussi en France. On a 3 autres sites en France et on se développe également beaucoup sur le marché français. Super.
par rapport à ton parcours professionnel, comment ça a influencé ta vision en tant que CEO de Lucky Wallet? Comme tu viens de la finance traditionnelle et que tu arrives dans cet univers crypto, Web3, tu t'es formé comme moi, en fait, sur le tard, à travers l'expérience et dans la vie de tous les jours. Comment ça influence? Ouais, c'est hyper important que tu dis ça parce qu'on a l'impression qu'on ne peut évoluer dans le Web3 que si on a des compétences en IT ou en trading assez approfondies. Moi, je viens du monde du conseil. Donc, je faisais du conseil en stratégie, même si j'étais avocate et que je faisais beaucoup de consultations juridiques, beaucoup d'analyses juridiques, du contentieux aussi. J'ai fait des contentieux pour les PSAN avec les premières affaires portées devant les tribunaux français. C'était vraiment le début. En fait, si tu veux, j'avais cette vision analytique, prospective de la manière dont l'industrie crypto est en train de se développer et surtout cette volonté des régulateurs au niveau international, hein, quel que soit le régulateur, finalement, c'est pas propre au Luxembourg, à la France ou à l'Europe. Les discussions, elles étaient similaires en Asie, similaires aux États-Unis. J'ai compris que, en fait, comme ça se développait très fort, que les cryptoactifs étaient vus à la fois comme un moyen d'échange, comme l'euro, mais aussi comme une valeur d'investissement. Les régulateurs se sont dit, bon, en fait, ça, c'est un pan alternatif de la finance, de l'industrie bancaire et financière. Il faut les réguler de la même manière. En tout cas, il fallait trouver une solution. Ça ne pouvait pas rester comme ça. Ouais, sachant qu'effectivement, par ailleurs, il y avait quand même eu pas mal de scams. Mais j'ai envie de dire, comme il y a eu beaucoup de scams, beaucoup d'arnaques, on oublie souvent Madoff, on oublie Je suis Lehman complètement Brothers. d'accord avec toi. C'est facile Des scandales dans les marchés financiers et au sein des acteurs traditionnels, il y en a eu des tas. Dans la Donc, finance centralisée, il y en a eu, mais depuis tout le temps, depuis la création bien sûr, depuis que la banque est banque, en fait, si tu veux. Donc, ça pose des questions de tiers de confiance, de sécurité, d'encadrement, de conflits d'intérêts, d'éthique même. Et donc, ce qui se passe dans l'industrie crypto, c'est quelque chose qu'on connaît dans d'autres secteurs d'activité. Il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est là où, finalement, je pense qu'il y a un discours à porter au grand public en disant ce que vous voyez dans la presse, les hacks, les arnaques et d'autres événements de ce type, c'est ni plus ni moins que la traduction d'un phénomène de rationalisation, de normalisation que tout secteur d'activité a connu dans l'industrie bancaire et financière. C'est au départ, les gens voient les failles, ça leur permet en fait de faire le serment à travers ces failles, et au fur et à mesure, on close les failles parce que... Oui, des fraudes. Tu sais, notre groupe, et notamment Allkipay, qui est l'établissement de paiement du groupe, la néobanque du groupe, on en gère des centaines au quotidien, des tentatives d'usurpation d'identité. C'est même pour ça qu'on a développé des outils assez performants. Donc, de la fraude, il y en aura toujours, partout. Le chèque a été super fraudogène. La carte, il y a énormément de fraude dans la carte. Donc... on se retrouve avec 10 000 sécurités quand on veut payer en ligne. Exactement. Si on en revient un peu à notre sujet, aujourd'hui, c'est quoi le plus gros défi pour intégrer les wallets, les portefeuilles numériques de façon simple et accessible? Parce qu'on a des sociétés telles que Binance qui font que du wallet. Vous, votre positionnement, c'est je suis une néobanque traditionnelle, et en fait, vous allez avoir accès à votre wallet, vous avez accès à votre wallet le défi, c'est ça, de la même façon que j'ai accès à mon compte bancaire. Et tu as tout à fait résumé notre stratégie. En fait, nous, on ne cherche pas à concurrencer Binance ou Kraken ou Crypto.com sur leur rôle d'exchange et la manière dont ils s'adressent à une population de clientèle ultra avertie, parce que quand tu vas sur un dashboard de Binance, c'est extrêmement compliqué. Et nous, notre enjeu, c'est d'offrir des fonctionnalités sur la partie crypto exactement à l'identique de la manière dont toi, Marion, tu vois aujourd'hui ton dashboard sur tes comptes bancaires de paiement. De la même manière, en fait, la seule différence entre... Et encore, il n'y a même pas de différence, parce que l'euro peut aussi, et les devises fiduciaires, ça peut être un outil d'investissement. C'est l'objectif des fonds monétaires. Bien sûr. Il y a de l'arbitrage multidevises. Donc, en fait, on veut faire comprendre à l'utilisateur que ça fonctionne exactement de la manière, et ça doit fonctionner de la même manière pour lui.
Et donc, c'est quoi les défis? C'est quoi les plus grandes difficultés que vous avez à travers ça? Ça va être beaucoup l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle l'UX/UI. Il faut que ce soit Oh. absolument fluide entre de l'euro, de l'Ether, du Bitcoin, du Solana, du Doge, peu importe en fait. Il doit avoir une vision globale. Ça, c'est notre, si tu veux, c'est notre roadmap. Une vision globale de ces détentions euro, crypto. Et pouvoir avoir les mêmes fonctionnalités, transférer de la même manière, euh, initier un ordre de la même manière, que ce soit en euros ou en crypto. Et quelles sont vos difficultés? Enfin, pourquoi aujourd'hui, c'est pas encore le cas? Tu vois, ou est-ce que c'est Alors, déjà le cas? c'est Peut-être très que... intéressant que tu dises ça. Moi, je pense que ce n'est pas le cas parce qu'aujourd'hui, l'industrie crypto, elle est forcément par la force des choses, elle est dominée par ce qu'on appelle les crypto-native players, donc des Ouais. acteurs qui ne viennent pas du monde bancaire, qui Hmm. sont venus concurrencer petit à petit les acteurs bancaires, mais qui ne viennent pas du Qui secteur viennent pas de bancaire. ça, ouais, non. Et donc, si tu veux, ça explique pourquoi l'utilisateur sur Binance et Kraken, il ne comprend pas c'est pas du tout la même manière que Ah, c'est d'utiliser pas un compte. intuitif, qu'on soit bien C'est, d'accord, ce n'est pas intuitif en tout cas du pour tout le grand pour public. ce que j'allais te dire exactement. Pour une personne lambda qui a vécu que dans la finance centralisée, moi, décalage complet au départ, hein. Ben, Mais tout, en termes de graphisme, en termes de code couleur, en termes d'où aller cliquer, du nombre de clics, enfin, c'est pas, ça sort de mes habitudes. je comprends parce que c'est très marketé, geek, génération Mais Z. du coup, comment vous l'avez, comment, Ah enfin, nous, on veut on est en train de prendre le contre-pied total de ça. et est-ce que tu te retrouves avec des difficultés techniques? Est-ce que c'est compliqué à Alors, faire? oui, tu fais bien de me le mentionner. Hier, j'étais dans une réunion avec nos équipes IT, Product Owner, CTO, etc. Et effectivement, il y a des enjeux d'offrir cette vélocité totale entre la partie euro et la partie crypto. Mais il n'y a qu'un groupe comme nous qui est parti du monde de la néobanque. Enfin, on est maintenant un acteur traditionnel, on est devenu un acteur traditionnel, Ok. et qui ajoute une brique crypto qui peut le faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as des annonces comme Revolut qui va lancer son propre stablecoin. Mhm. Euh, Mastercard et Visa sont en train de se positionner très très fort et très vite sur la crypto. En fait, l'adoption de masse, elle viendra de la volonté des acteurs traditionnels d'intégrer de manière la plus fluide et la plus connue possible pour le grand public Mais ces nouveaux usages crypto. est-ce que c'est une bonne chose? Parce que parfois, l'être humain, il est réticent au changement. Tu vois, quand on est passé chez, je prends l'exemple des réseaux sociaux, il a fallu du temps. Les jeunes ont pris le pli tout de suite et les plus anciens, il leur a fallu du temps. Mais les réseaux sociaux ne se sont pas adaptés à notre façon de vivre. Nous, on a intégré les réseaux sociaux dans notre façon de vivre. Est-ce que tu penses que ce changement, est-ce qu'on a, je reformule ma question pour qu'elle soit Oui. bien claire, est-ce que réellement c'est mieux d'adapter la crypto à notre monde ou que nous, êtres humains, on s'adapte au monde de la crypto? Est-ce que c'est une bonne chose que Visa, Mastercard veuillent intégrer cet univers crypto dans notre finance Mais tu traditionnelle? sais, pour moi, ce sont des mouvements qui vont se croiser. En fait, ça doit venir ça doit être multicanal, l'adoption. Ça doit d'une part venir, et c'est pour ça que des acteurs comme Binance et Kraken ont autant leur place que des acteurs comme Mhm. Allkey, Revolut, Mastercard et Visa. Bah Je oui, veux parce qu'on en dire, a besoin. exactement, il y a des gens qui refuseront, et je les comprends aussi, je comprends leur motivation, ce qu'on appelle les maximalistes ou ceux qui ne passent que par ce qu'on appelle des plateformes DeFi Ouais. décentralisées, qui ne veulent absolument rien avoir à faire de près ou de loin avec un acteur bancaire, même type néobanque. Mais ça, c'est très bien. En adaptant les process de la finance traditionnelle à la crypto-monnaie, on est quand même en train de perdre le pourquoi la crypto-monnaie a été créée. C'est cette flexibilité, cette liberté, de ne pas le rentrer dans une finance qui est contrôlée, sécurisée, etc. Donc tout est dans cette nuance, je crois, de mettre un peu de process, mais pas trop. C'est le point d'équilibre, c'est un sujet qui est crucial. Parce que, et tu vois qu'aux États-Unis, il y a ce mouvement de balancier inverse. Pendant le précédent
la précédente présidence, la SEC, elle a arrêté le développement de certains acteurs crypto, elle a menacé, elle a mis un coup d'arrêt au staking, Bien sûr. au liquid staking. Donc, si tu veux, et là, avec Trump, bah là, et aussi Elon Musk à la tête de Mhm. Doge. Alors, on le voit euh, là, la crypto. Aujourd'hui, enfin, entre le jour de l'élection et aujourd'hui, on a vu comme l'évolution du Bitcoin, le prix, et on en entend parler toute la journée. toute la journée, mais c'est aussi parce que la promesse de l'équipe Trump, c'est d'avoir aussi une réglementation souple, compréhensive des enjeux pour essayer d'atteindre ces questions d'équilibre entre, bah, d'une part, ça ne doit pas se fondre totalement dans les process de l'industrie bancaire et financière, comme tu l'as mentionné, parce qu'il y a des acteurs qui ont fait le choix de ne plus avoir recours aux acteurs bancaires. Ouais. Mais aussi, je pense que pour les acteurs bancaires que nous sommes, c'est aussi une chance. La crypto, c'est une opportunité de repenser la relation d'intermédiaire. Pourquoi il y a une partie de la population dans le monde qui n'a plus confiance dans les acteurs que nous sommes et comment on peut, bah, si tu veux, on parle beaucoup de l'IA sur la relation client, mais il n'y a pas que des sujets d'IA, il y a d'autres thématiques qui font que les gens, ils veulent que ça aille vite, que ce soit utile. Ils veulent voir une utilité dans ce qu'on propose. Et c'est pour ça que nous, on ajoute ces briques crypto, parce que, et notamment dans le paiement de proximité, on est en train de travailler pour pouvoir effectivement permettre à des commerçants de pouvoir accepter la crypto sur l'acquisition de biens de détail. Mais justement, tu vas du coup à ma question suivante, c'est selon toi, comment on va s'orienter vers une adoption plus large pour les dépenses courantes? Comment ça va se passer? Bah, je pense que effectivement, le fait que les acteurs crypto-natifs vont très très vite et très loin, il y a des purs acteurs players qui aujourd'hui proposent déjà des cartes de paiement crypto qui se sont associées avec des géants du paiement que je viens de mentionner tout à l'heure, enfin, Visa, Mastercard. Ça va aussi obliger les acteurs de la chaîne d'intermédiation classique, ceux qui gèrent les parcs de TPE, tu vois. Voilà, je ne vais pas donner des noms, mais on les connaît tous, nous-mêmes, à se positionner très vite pour offrir ces facilités-là. Mais on est à quel... Horizon, Oui, quand? c'est compliqué à dire. Nous, dans notre roadmap, je peux te parler de notre propre expérience et nos propres ambitions. On aimerait mettre ça en place à horizon 1 an et demi, tu vois. Mhm. Oui, Parce donc que, c'est demain, c'est pas la génération future, oui, quoi, c'est vraiment mais demain. évidemment, on est un acteur plus agile que ceux qui ont une taille critique et on bouge plus vite que les acteurs qui, eux, concentrent de grosses parts de marché, tu vois, d'utilisateurs. Donc, ça se fera, je pense, sur un horizon temporel de 5-10 ans. Et là, actuellement, tout de suite, on en est où? Bah, on en Dans la est, gestion courante des dépenses, etc., pour un on utilisateur en est aux lambda. prémices parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des sujets réglementaires, mais tu as aussi des sujets fiscaux, qui sont des sujets comptables, qui sont toujours pas, enfin, qui sont en cours de clarification, mais qui amènent bah, les professionnels, quel que soit le secteur d'activité, à se reposer les bonnes questions. Comment comptabiliser un bilan? Enfin, si tu parles de payer tes salariés en crypto, par exemple, Il y a des sociétés qui le font. il y a des sociétés qui le font déjà, mais ça dépend aussi des juridictions. Est-ce que ça impacte le droit du travail, typiquement? Ça, c'est des questions que je traitais quand j'étais avocate avec mes associés. Fiscalement, comment c'est retraduit, tu vois? Aujourd'hui, pour voir un peu, tes clients entrepreneurs au sein de Holky Bank, ils ont une appétence pour la crypto-monnaie, qui soit hors secteur crypto, hein, Alors oui, on a vraiment des attentes de notre clientèle pour vraiment ajouter cette brique crypto. C'est pour ça qu'on veut aussi prendre le temps de bien le faire, notamment avec notre solution custodiale, notre wallet. On veut vraiment dire à nos clients, parce que si tu veux, la conversion et la conversion de notre base clientèle, on a ouvert plus de 10 000 comptes pour une clientèle de B2B. Tu peux pas te rater, en fait. Ça doit être bien fait dès le début. Sinon, bah, voilà, la confiance, tu l'as plus. Et tu perds le client et sur la crypto et sur l'euro, tu vois. Et en Donc, perso aussi, en plus, il a et un en compte chez perso, toi en oui, perso. absolument, puisqu'on vient de lancer l'offre consommateur il y a quelques semaines. Oui, j'ai vu, c'est pour Ouais. ça que... Donc, on prend le temps de bien faire les choses et ça passe
typiquement pour Wallet, par un audit par l'ANSSI, qui est, tu sais, un organisme en France, puisqu'on se fait agréer en France, en matière de cybersécurité. Tu vois, T'allais venir? incroyable, j'adore. On est en Donc, télépathie. exactement. Donc, vas-y, je t'en prie. Donc, on veut pouvoir démontrer à notre clientèle B2B, corporate de tier 3, 4, petite PME. Enfin, elle a besoin d'avoir confiance parce qu'elle elle connaît pas la crypto, elle a peur, elle connaît bien nos outils et nos web banking, donc elle va retrouver une facilité parce qu'on va tout dupliquer quand il Ça va être s'agirait de la crypto. même Ça va être le expérience même environnement, utilisateur, absolument. même graphisme, Ouais, même bouton où tu on va cliques. optimiser des trucs on va en profiter en fait d'optimiser des choses sur la partie euro. Voilà, parce que on peut. En fait, c'est pour ça que je te dis c'est une opportunité. L'intégration de la crypto, ça nous permet aussi de nous améliorer sur la partie euro, tu vois, et d'avoir une expérience utilisateur qui soit la plus intéressante possible. Mais il faut aussi mettre en face des gages de sécurité, typiquement, et faire beaucoup d'acculturation. Bah, du coup, c'est un peu ça la question que j'avais, c'est que si tu veux, la sécurité dans la crypto, c'est crucial, parce que ça a été le gros point noir de cet univers. Et comment vous faites, vous, pour protéger les fonds des utilisateurs? Alors, Alors, quand je parle de vous, je pense que c'est vraiment dupliqué à toutes les néobanques et à toutes les banques, d'ailleurs, traditionnelles. C'est que vous êtes tous dans la même approche. absolument. Alors, nous, on a la prétention de dire qu'on sait maîtriser les risques associés à la perte d'actifs crypto, puisque de toute façon, sur la partie euro, c'est la même logique. Quand tu es un intermédiaire qui processe, tu vois, l'année dernière, on a processé pour plus de 8 milliards d'euros de transactions. Si tu n'es pas capable d'avoir ce qu'on appelle une infrastructure IT, des systèmes d'information, avec des pen tests d'intrusion, des droits d'accès très limités dans nos équipes, des Chinese walls entre le back-office, le KYC, ceux qui font la réconciliation comptable, c'est compliqué, si tu veux. C'est compliqué d'assurer cette sécurité. Donc, on avait déjà une organisation à la fois sur le plan humain, mais sur le plan informatique, qui nous permet de dire, mais oui, on est security proof. Et on a des pen testers qui, toute l'année, nous attaquent en simulation. On fait évidemment l'objet aussi de vraies attaques tout le temps. Ah ouais. Mais c'est aussi pour ça que dans notre positionnement de marché, on est propriétaire de nos outils IT. On a tout développé nous-mêmes. Les équipes IT chez nous, c'est entre 1 et 2 tiers des équipes. C'est une grosse équipe. On a pas mal recruté encore ces derniers temps. Ouais. On maîtrise tout. On a très peu recours au cloud. C'est un positionnement qui nous distingue du reste. Parce que on a le sentiment que quand le régulateur luxembourgeois ou français nous dit qu'il faut être compliant à DORA, DORA, c'est une réglementation européenne qui oblige les acteurs qui entrent en possession des fonds des clients, euros, crypto, à avoir une gestion, une gouvernance des risques TIC, donc des risques informatiques, cybersécurité, vraiment éprouvés. Et donc, il y a cette partie sécurité, cybersécurité, les attaques, mais il y a aussi la partie fonds propres. Parce que des fois, tu as des événements de marché qui sont... Tu n'es pas responsable de toi. Ce qui s'est passé, la perte, elle a eu lieu sur la chaîne de valeur au niveau d'un intermédiaire que tu as utilisé. Oui, par exemple. Tu arrives à nous Un donner... exchange. Ouais. Par exemple, quand Talkie Wallet va envoyer... Parce que, alors, nous, comment on mitige ce risque? On a décidé, pour une grosse partie des ordres, d'être la propre contrepartie de nos utilisateurs. Ce qui nous permet de supprimer non seulement le risque de contrepartie, si jamais l'acteur n'est pas fiable. Supplémentaire qui... les frais, c'est un peu moins cher, forcément. Oui, mais même sans parler de frais. C'est-à-dire que plus tu es de personnes, plus tu as des risques aussi. Exact. Le risque opérationnel. Mais il y a plein de risques. Il y a le risque de marché, le risque de liquidité, le risque de contrepartie, le risque opérationnel. Et donc, de gérer ce buffer de liquidité en interne, où en fait, on est face au client, ça nous permet de mitiger une partie de ces risques. Il y a naturellement des ordres qu'on va devoir aussi envoyer. Mais tu vois, il y a une répartition, un rebalancing pour avoir une exposition au risque et plus des fonds propres qu'on doit toujours avoir de côté et des assurances. Des assurances aussi. Alors là, c'est bien, on a vu un peu, si tu veux, toute la partie comment la banque contrôle le risque au niveau des fonds de nos investisseurs, enfin des gens qui investissent en crypto, parce qu'on doit parler d'investisseurs quand on a de la crypto. On dit c'est un asset digital. Mais il y a de l'autre côté, moi, il y a un truc qui me... Comment vous,
comment la banque se garantit des investisseurs, enfin des personnes qui viennent, des clients qui viennent chez eux et qui mettent en crypto. Tu vois, quand je vais ouvrir un compte bancaire et que je vais t'envoyer 50 000 euros sur le compte bancaire, tu vas me faire un dossier KYC comme ça, tu vas vérifier ma solvabilité, tu vas vérifier que je ne suis pas interdit bancaire. Du coup, si je suis interdit bancaire, etc., je peux quand même ouvrir un wallet? Comment vous garantissez? Alors, bien que on veut harmoniser au maximum l'expérience utilisateur entre l'euro et la crypto, pour nous, je reprends ton exemple, Marion, si tu es interdit bancaire, ça ne veut pas dire que tu dois être interdit d'ouverture de wallet. Et je vais même dire, avant ça, avant même de parler de la crypto, le positionnement d'Allkey et d'Allkey, c'était de dire, oui, vous avez peut-être eu des problématiques d'argent dans le passé qui Mhm. font que vous étiez en surendettement, que vous étiez interdit bancaire, que plus aucune banque ne voulait de vous. Ben, nous, on vous prend quand même. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une connaissance très fine du niveau de risque que vous représentez pour nous. Donc, KYC renforcé, bah, évidemment plus de surveillance sur les flux. Et c'est très intéressant que tu dis ça parce que notre fondateur, Franck Roérou, il a commencé dans le monde du paiement, puisque c'est un ingénieur qui a eu beaucoup de succès dans d'autres cas d'usage, notamment l'aviation, le médical, tout Mhm. ça. Et ben, en fait, il a commencé dans le paiement parce qu'il a mis en place une solution de paiement fractionné avant le Covid, le Buy Now, Pay Later, tu Genre, sais, tu peux payer en 4 fois sans frais? pour des étudiants et la location de mobilette. Donc, pour une population précaire qui n'a pas des revenus enfin, tu vois, récurrents stables, Mhm. et ça permettait de recouvrer les créances, mais de manière souple, tu vois. Au lieu de présenter bah, voilà, l'échéance de loyer de 100 euros, ça passait pas. Et ben, la solution de notre fondateur représentait quelques jours après 50, puis 25, puis 25. Donc, c'est pour te dire qu'il avait déjà anticipé avant même de se retrouver à la tête d'une néobanque ces problématiques de garantie Mhm. de créances, tout simplement, et d'approche par les risques. Donc, il y a plein de façons d'appréhender les risques d'un utilisateur. Il y a la connaissance, euh, De qui il est et qu'est-ce qu'il a KYC, fait. comment il réalise ses transactions, donc l'historique de ses transactions, mais il y a aussi le fait qu'on peut mettre en place des Mais solutions innovantes. est-ce que du coup, ça dénature pas le principe d'avoir un wallet? Enfin, quand tu me dis, bah, nous, il peut quand même ouvrir un wallet, on est au contraire, on reprend pas le passé des gens, mais Alors, on va quand même beaucoup plus te contrôler, puis on va aller vraiment regarder la façon dont tu consommes et qui tu es et comment. la façon dont Ça tu va à l'encontre consommes, de la crypto. t'as raison. La façon dont tu consommes, ça ne nous regarde pas, puis on n'est pas vraiment open banking, open finance. On va plus regarder le transactionnel d'un point de vue anti-blanchiment. Parce que ça, de toute façon, on y est tous soumis. Et d'ailleurs, enfin, heureusement ou malheureusement, ça dépend comment on voit les choses. Mhm. Les acteurs crypto, la première chose qui leur est tombée sur le nez, Ouais, c'est complètement. quand je les ai conseillés, c'est la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Mhm. Donc, moi, je faisais partie des défenseurs de l'industrie crypto en disant il n'y a pas plus de schéma de blanchiment Non, non, je dans la suis crypto d'accord. qu'ailleurs. Ouais. Mais pour autant, il a fallu Il a qu'on se fallu le mette en conformité. prouver et faire. Absolument. Donc, c'est de ce point de vue-là qu'on va regarder le transactionnel. Mais après que tu achètes, je ne sais pas, hein, une Ferrari avec, puisque maintenant il y a des acteurs Oui, dans complètement. Nous, on en a la. accompagné, hein, Voilà. où tu peux acheter les voitures en crypto. Ça ne nous regarde pas et on ne veut pas rentrer là-dedans. Un point qui est très très important sur lequel on ne dérogera pas, c'est qu'un acteur du paiement, il ne s'intéresse jamais à l'obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire. Ça ne le regarde pas. Son rôle, c'est de processer le flux de manière sécurisée, rapide, à de manière, en termes de pricing, de manière la plus compétitive possible. C'est ça C'est-à-dire que ce notre qu'on va rôle. retrouver à la banque, pour moi, parfois, qui me dépasse, quand on reçoit un virement, quelqu'un qui nous a payé 50 000 euros. Merci Marion de nous faire parvenir la facture. Maintenant, on est habitué, c'est comme ça. Toutes les banques, il n'y en a pas une. Dans la crypto, on ne l'aura pas ça. C'est-à-dire que je peux recevoir 400 000 USDC, tu ne vas pas me contacter en me disant Marion, peux-tu me justifier cette entrée de Alors, 400 000 si, USDC? si, si c'est sous l'angle l'origine des fonds, pour une transaction, Ouais. il est possible que de manière ponctuelle, je t'interroge sur l'origine des fonds que tu reçois, mais c'est parce que c'est au titre du blanchiment, ce sera mon approche D'accord, ça sera par les pour risques. vérifier que ce ne soit pas de l'argent blanchi. Mais ce ne sera pas pour vérifier qu'est-ce que je... Je ne sais même pas en fait pourquoi vous vérifiez ça.
parce qu'on nous l'impose. C'est une réalité, c'est la loi. Et ça, c'est tous les acteurs européens. Et d'ailleurs, c'est même pas que les acteurs européens, c'est des recommandations d'une instance internationale qu'on appelle le GAFI, Oui, le complètement. groupe d'action Mhm. financière. Et depuis 2018, le GAFI travaille à l'intégration des acteurs crypto. Donc moi, ce que je te dis, c'est que Ouais. parce que la problématique de l'interdit bancaire, pour moi, c'est de l'inclusion financière. C'est pas la même chose que la lutte D'accord. contre le blanchiment. C'est pour ça que je te dis, le wallet, c'est pas parce que tu as été interdit bancaire que Que je tu te pourras pas l'ouvrir. ben même, je vais te proposer, parce que je veux participer à ton inclusion financière. Donc, je vais vouloir, enfin, ça, c'est notre groupe, et c'est toujours inscrit comme ça, je vais vouloir à ce que tu puisses, finalement, entre guillemets, te réintégrer dans la société, pouvoir développer une activité en entrepreneuriat ou autre, ou même avoir tout simplement être salarié, pouvoir recevoir des flux, régler tes dettes. Parce que c'est pas parce que tu as été interdit bancaire par le passé que tu ne peux pas finalement. Donc, ça n'aura pas d'impact. Non. Mais du coup, ça vient à ma question d'après, c'est est-ce que c'est envisageable à l'avenir d'avoir des lignes de crédit comme dans le secteur bancaire pour acheter de l'IMO, des tokens, je sais pas moi, et payer tes études parce qu'un jour on va peut-être pouvoir payer nos universités avec de la crypto. Donc, est-ce qu'il va y avoir un système de lignes de crédit? Est-ce que c'est un projet Alors, ou pas du les tout? lignes de crédit en crypto, bah, sache que ça existe déjà sur des protocoles DeFi qui proposent ce qu'on appelle des flash loans ou des loans, puisque en fait, toutes ces mécaniques de lignes, d'accord, de lignes de crédit, à partir du moment où tu peux accepter des garanties, bah, tu peux les accorder. Après, c'est des questions réglementaires de ce que je fais quand je suis développeur d'un protocole DeFi ou quand je suis ce qu'on appelle un acteur crypto, un PSAN ou autre, un prestataire de services crypto-actifs, est-ce que je ne suis pas en train de breach le monopole bancaire? Bon, ça, c'est des sujets réglementaires que je connais par cœur. Parce que finalement, même quand les fonds d'investissement à une certaine époque accordaient des crédits aux entreprises, Mhm. il s'est posé la question de savoir si les fonds ne faisaient pas une activité bancaire. Finalement, que ce soit au Luxembourg ou en France, la législation l'a permis dans une certaine mesure. Je trouve que ce serait normal que les acteurs crypto, n'en déplaise aux banques, soient autorisés à proposer ces lignes de crédit. Après, il y a toute la dynamique autour des revenus, des Ouais, bah, bien rendements, sûr. et Allkey Wallet proposera du staking. De toute façon, au moment du lancement de Allkey Wallet, nous, notre ambition, c'est d'incentiver tous les dépôts. Et on est où du lancement de Lucky Wallet? Alors, Allkey Wallet, on est dans le dur, je te dis, dans le dur de l'examen de notre dossier d'agrément auprès des autorités françaises. Donc de Un, l'AMF? Voilà, un agrément, je précise, MiCA, donc réglementation européenne. C'est pour ça qu'on a pris plus de temps, parce qu'en fait, quand nous, on a voulu lancer l'offre, bah, tout Coucou! l'environnement avait changé. Ah non, Ah, vous êtes d'accord. prêts? Ben non, Bah non, en fait, surprise! surprise, réglementation européenne. Ouais. Et donc, il a fallu pratiquement tout reprendre. Donc, ça nous a pris une grosse partie de l'été. On a déposé notre dossier à la rentrée. Ouais. Et a priori, des derniers échanges qu'on a, ça se passe plutôt très bien même. On devrait pouvoir lancer l'offre en début d'année 2025. Tout début d'année Ah ouais, 2025. donc là, on est à 2 mois. Bah, on va dire, tu sais, il y a toujours des Oui, glissements de d'accord, calendrier. ok, On va je dire comprends. d'ici la fin du premier trimestre 2025. Alors du coup, là, si tu veux, comme vous êtes en plein lancement, tu dois être, à mon avis, en pleine étude de toutes ces questions, c'est les barrières que tu vas rencontrer face au grand public quand tu vas arriver là avec ton produit Allkey Wallet et je pense que tes premiers clients vont être tes clients de Allkey Bank. Absolument. Quels sont, voilà. Ah bah c'est C'est super. quoi? Alors, la Eh stratégie ben, c'est super. d'acquisition client, c'est génial. Écoute, nous, on va avoir une logique qui va être la même que sur Allkey Bank, Allkey Pay, Allkey Néobank, sinon je vais me faire taper sur les doigts, qui va être de proposer une adoption par le grand public de manière séquencée. C'est-à-dire, on va d'abord convertir notre base CRM qui est B2B. Donc, on va d'abord s'adresser à notre clientèle professionnelle, Oui. laquelle sert des utilisateurs finaux, des consommateurs que toi et moi, nous sommes. Donc, on va être en B2B, B2B2C. Oui, Et on complètement. sera sur une logique en plus d'écosystème, parce que ça a toujours été l'ADN, même du fondateur. Franck fonctionne comme ça. Il est toujours à plusieurs
on répond mieux aux enjeux, on est plus fort, on doit apporter des briques complémentaires, des synergies croisées. J'ai pas la prétention de tout pouvoir faire tout seul. Et on pense mieux à plusieurs que tout seul. Donc, c'est pour ça qu'on a des partenariats assez stratégiques avec des plateformes de tokenisation d'actifs. On est en train de conclure des partenariats avec des PSAN. On continuera à servir, même si nous-mêmes on devient PSAN, on continuera à servir l'industrie PSAN. On veut continuer à servir nos concurrents. Parce qu'on a tous intérêt à bien se développer avec des outils qui fonctionnent, sans bug, sans scories, des process KYC. Tu me parlais du KYC. Nous, on a développé en interne tout un processus d'onboarding avec de la reconnaissance faciale. On a déjà intégré les enjeux de l'IA, tu vois, parce que ça, c'est voilà, tout ce qui est... Mais du coup, ça ne me donne pas trop les barrières que tu rencontres là. Les barrières, c'est beaucoup une barrière de langage. Tu te rappelles le live qu'on a fait sur mon compte Instagram perso? Mais on était avec... Tu n'avais pas été très sympathique d'ailleurs en disant « Non mais attendez, on comprend rien !» Mais si, mais tu avais raison. Parce qu'on était avec Louis Tellier, journaliste chez The Big Well, donc un média Web3 pur jus, dont la mission, c'est aussi de faire de la vulgarisation. Il y avait toi et moi, et finalement, on jargonnait, Louis et moi. Et donc, tu vois, c'est ça la principale barrière pour moi. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut que cette simplicité, elle se retrouve dans l'utilisation de nos outils, mais aussi dans notre manière, dans votre langage, dans notre communication. Et est-ce qu'on arrive à adapter le vocabulaire de la finance traditionnelle, le vocabulaire que nous, consommateurs, on utilise, dans le monde de la crypto? Totalement. Totalement, mais... Du coup, tu as fait quoi? Tu as embauché des traducteurs geeks et... Non, comment tu as fait? Tu as fait quoi? Pour l'instant, on est en train de travailler sur les éléments de langage. Évidemment, il faut que ça se recoupe totalement avec la manière dont on propose les fonctionnalités. Donc, tu vois, hier, on était en train de faire l'ergonomie, finaliser l'ergonomie du site. Même la manière dont on appelle, tu vois, quand tu vas voir ton dashboard avec tes comptes, tes comptes, tu sais ce que c'est. Oui. Mais wallet, alors comment on présente wallet? On parle de portefeuille numérique, on parle de compte. Voilà, ça c'est hyper important, les éléments de langage. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas regarder ce qui se fait chez les pure players crypto, parce qu'on sait que l'utilisateur lambda est complètement largué. On ne veut pas. Et puis en fait, c'est dingue cette capacité qu'on a, l'être humain, à ne pas avoir envie de comprendre. Quand le sujet, quand tu as une appétence, tu y vas, tu cherches. Mais même regarde tes enfants, quoi. Quand ils font leur cours de maths, et moi mes enfants, ils font leur cours de maths bizarrement, ils comprennent toutes les consignes. Puis ils lisent le français, il faut faire une rédaction. Oh, mais je comprends. En fait, on fait un rejet complet en disant, bon, soit ça me gonfle. Et donc, je trouve que c'est ça où est l'enjeu en termes comme marketing de ce que tu fais. C'est de dire, mais en face, moi, j'aurai Gérard qui va dire, oh, non, ça me saoule. Alors qu'en fait, peut-être que ça va lui prendre que 2 minutes d'intégrer le langage. Mais comme ça demande un effort, bah non, je fais un rejet. Et on est tous comme ça. J'ai rien contre les Gérard. On est tous comme ça, qu'on s'appelle Jules, Gérard ou Emeline, c'est la même chose. Et moi, la première, quand on commence à me parler de smart contract, jusqu'à ce que j'ai commencé à dire aux acteurs, tu sais, de la sécurisation, j'ai dit, bon, déjà, est-ce qu'il y a des risques de perte? Moi, je vais vous parler très simplement. Est-ce qu'on peut se faire hacker? Parce que vous me parlez de smart contract, vous me parlez de clés privées, machin. Et quand tu commences à regarder avec eux, mais c'est hyper simple, en fait. Mais présentez-le comme ça. Arrêtez tu vois, de jargonner. Pareil sur du swap de token, quand on dit... En fait, c'est pas un NFT, c'est un ERC. J'ai eu beaucoup ça au début, quand je... Non, mais OK. ERC, c'est un standard... XZ, c'est un standard, on s'en moque. Parle-moi en fonctionnalité. Qu'est-ce que ton ERC, il permet de faire? Est-ce qu'il permet de freezer? Est-ce qu'il permet de swapper? Est-ce qu'il permet de faire du whitelisting? Là, tu viens de me perdre des utilisateurs, là. Du coup... C'est pas trop un exemple, est-ce que tu peux réexpliquer Ce que je veux te dire, c'est que déjà entre moi et l'expert, l'hyper-expert IT, il y a déjà ce premier travail de pré-mâchage, en fait, et ensuite, il faut décanter le truc et le resimplifier. Donc, ça prend du temps. Pour moi, ça prend utiliser le bon vocabulaire. Ouais. Mais je suis intimement persuadée que de toute façon, c'est comme apprendre une langue. Plus tu vas entendre, c'est pour ça parfois tu m'entends dans les interviews, je vais parler de portefeuille numérique, puis après j'ai parlé de wallet, puis après je vais dire portefeuille numérique wallet. En fait,
Le but, c'est d'attacher les mots pour qu'au fur et à mesure, ça devienne On est un d'accord langage d'être qui est de naturel. plus en plus simple ou plus élaboré. Il faut pas qu'on raconte aussi des bêtises aux gens, si tu veux. Il y a une Non, réalité, il y a une réalité technologique. bien sûr. Et à un moment donné, voilà, il faut que tout le monde monte en compétences petit à petit, en faisant d'abord de la vulgarisation, puis en entrant voilà, progressivement dans des subtilités. Quelle est la stratégie d'Olki, du coup, pour éduquer, adopter? Est-ce que vous allez faire des petites vidéos? Est-ce que vous allez monter une académie avec des tutos ce qu'on va retrouver sur le site? Je sais que le marketing, enfin, je sais, tu vas me le confirmer ou pas, mais dans ma compréhension de votre business model, le marketing n'a pas une grande place. Vous prenez, vous mettez beaucoup de fonds sur le développement de vos outils, quitte à laisser tomber un peu le marketing et la façon de communiquer auprès de l'utilisateur, ce qui doit être assez compliqué d'ailleurs dans votre business model en B2C. Et du coup, bah, là, comment vous allez éduquer vos utilisateurs à la crypto? Alors, bon, on a évidemment une stratégie SEO qui fonctionne très très bien, de référencement sur les moteurs de recherche. Voilà. Et ça, on a une équipe et on a des consultants là-dessus, puisque nous, on est 100% en ligne. Donc, c'est hyper important. Maintenant, sur le marketing au sens la publicité, c'est vrai que nous, par le passé, et pour Allkey Wallet, ce sera toujours le cas, on a beaucoup fonctionné par la démonstration que non seulement nos outils répondent véritablement aux enjeux, c'est pour ça qu'on est attendu sur pas mal de choses. C'est pour ça aussi qu'on a lancé Keep Pay on Chain, parce qu'on nous a dit, bah, c'est très bien, vos instruments de paiement, vos comptes de paiement, Mhm. il faudrait que ce soit tout ça on chain. Donc on l'a fait. Mais c'est parce que les gens sont venus nous voir pour nous. L'utilisateur est Voilà, venu te dire exactement. Et par ailleurs, des fois, les utilisateurs, ils nous demandent rien, mais on lui propose des produits qui répondent à ses besoins. Donc nous, le gros du budget, il est consacré à l'IT, à la R&D et au développement de solutions innovantes. Mais pour autant, tu as raison de mentionner que le sujet communication marketing, il est crucial, surtout quand tu veux faire de l'acquisition client retail. Et c'est pour ça que nous, on, on adressera avec Wallet le retail, mais ce n'est pas notre cible. Notre cible, c'est de convertir notre base CRM et d'aller chercher d'autres clients en B2B, B2B2C, c'est ce que je te disais, puisque on a une logique d'écosystème, on a des outils de KYC et de reconnaissance faciale, tout est vraiment processé de manière automatisée. Et par ailleurs, on compte vraiment sur des acteurs comme Chainecos. C'est votre rôle sur la sur partie l'académie. Mais oui, académie, en fait. parce que tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est vraiment un métier à part entière de savoir vulgariser, de savoir acculturer Ah bah nous, le c'est vrai grand que public. les experts qui font l'académie, déjà, on va chercher l'expert sur chaque sujet parce Ouais. qu'en fait, il y a un tel développement, une rapidité de nouvelles connaissances qui arrivent, un flux de connaissances qui arrive, qu'il faut s'assurer systématiquement que l'information que tu donnes est la bonne. Donc c'est pour ça qu'on a plein d'experts et qu'on n'a pas un Oui. prof blockchain crypto. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte à travers les panels de tests que ben, il fallait mettre de la vidéo parce qu'il y en a qui comprenaient Mm, mieux en vidéo, il fallait mettre du texte, et que ça prenait un temps fou mm. d'éduquer les gens sur, sur cet univers qui est à l'encontre de notre vocabulaire habituel. Ouais. Et alors, nous, on va faire des vidéos, on va faire de l'acculturation, mais sur des sujets très spécifiques, puisque ça correspond encore une fois à notre ADN et à Mm. nos valeurs, qui sont les questions de sécurité. Donc, et on sera sur les réseaux sociaux, on sera sur Instagram là-dessus. On est même en train de créer, tu vois, des avatars de nous, des différents membres des équipes, où chacun va pouvoir s'exprimer sur des sujets pour rendre effectivement les choses les plus intelligibles possibles en matière de Parce que c'est la sécurité, de cybersécurité. c'est la principale préoccupation de tes clients, c'est la sécurité. C'est pas la principale. Mes clients B2B, clairement, ils veulent que ça aille vite, que ce soit fluide et que ça coûte pas cher, Aussi bien sur la partie banque que sur la partie wallet. bien C'est les sûr. mêmes préoccupations des deux côtés. C'est les mêmes préoccupations, mais pour autant, la question de la question de la sécurité des flux, ça reste quand tu montes sur la gamme de certains clients institutionnels, Mm. notamment des asset managers qui Comme gèrent chez des nous, fonds. Voilà, nous c'est la sécurité vous qui c'est la prime d'abord. et voilà. Et donc
comme on répond à plusieurs cibles clientèle, chez nous, on a aussi bien la PME dans la boulangerie, la pâtisserie, qui va avoir ses enjeux de coût, enfin le marché en Bien sûr. classique, que l'asset manager qui, lui, va être sûr que quand il dépose ses assets et qu'il utilise notre compte de trading, c'est bien sécurisé. C'est bien vraiment sécurisé. Bah, quand tu vois qu'un BlackRock s'est fait scammer il y a 2 ou 3 semaines, tu t'imagines bien que nous, en tant que fonds, tu dis, bah, si BlackRock il s'est fait scammer, c'est pas nous, malgré les super IT et développeurs qu'on a, coucou Thomas, bah, qui vont être plus forts qu'eux, quoi. Ouais. On a une vraie conscience des choses. Et puis, par ailleurs, pour parler de l'utilisateur consommateur, c'est question de autour du wallet. Tout le monde me dit, là, me contacte, me dit, ah, mais c'est compliqué de créer un wallet. Puis en plus, c'est moi qui conserve mes clés privées. Je comprends pas la Comment je fais? Ah, mais self-custody, le MetaMask, le Ledger. Je comprends rien. C'est quoi les risques associés à ça? C'est pour ça que nous, on veut dire à cette clientèle-là, notamment beaucoup de femmes, écoutez, on sait, vous avez beaucoup de choses à penser à l'esprit. Puis c'est des questions que vous ne voulez pas traiter. Tout comme tes clients, ils ne veulent pas s'occuper de l'arbitrage. Enfin, les clients de Chain Echoes, des Ouais, fonds, ouais, ouais, ne veulent pas complètement. s'occuper de l'arbitrage et du Non. trading. Donc, voilà, nous, on veut, avec cette offre custodiale, répondre à ces enjeux de tu peux nous confier tes avoirs en toute sécurité. Et aussi les accès. Tu vois, pour un chef d'entreprise, il y a la croissance, il va pas rester. Nous, Bah au oui, sein de l'équipe, c'est pas Thibaut Royer qui a un accès tout seul au compte. Il s'en sortirait jamais. Il pourrait pas trader, payer. Enfin, il a besoin de dispatcher auprès des différents membres de l'équipe, chacun sa mission, d'encoder, de payer, puis aussi de croiser toutes ces choses-là qui évitent chez nous en interne la fraude. Est-ce que dans votre développement de produits avec le wallet. Hulky Wallet, on va retrouver ça aussi, des accès différents Ah, mais tu vas retrouver la même logique que sur Hulkipay, qui, je pense, un des acteurs qui a mis au point le système, tu sais, de personnes liées, de titulaires de gestion des droits d'accès euh, de façon pratique. pratique. Parce que si, il y a que Toi, le tu le sais bien. CEO. Ah oui, moi aussi, il y avait que le CEO qui avait notre clé pour pouvoir accéder, mais on s'en sortirait jamais. Puis le but, c'est pas de. Enfin, on s'en sortirait pas, il pourrait pas. Oui, et le fait de pouvoir mettre à jour avec, bien sûr, Le nouvel le employé qui manuel. arrive, parce que l'équipe grossit, je parle même pas de licenciement ou de. J'ai juste bah, la croissance d'une entreprise, les rotations aussi d'une entreprise, changement de Ouais. poste, tu étais comptable, tu Les deviens backups aussi. exactement en congé, etc. Mm. Donc tout ça, ça va fonctionner. Ouais, de la même manière. Euh, la dernière partie de ce que j'aimerais qu'on aborde pendant ce podcast, pardon, c'est la fintech dans ce monde de la finance et de la crypto. Comment tu vois les fintech comme Holkey dans la démocratisation de la crypto-monnaie? Quels vont être leurs impacts? Je pense que l'impact des fintechs dans la démocratisation crypto, elle est clé. Parce qu'en fait, on partage le même passif, le même historique et la même histoire que les crypto players. On s'est senti, si tu veux, quand Hmm, on est arrivé, rejeté, qu'on soit sur le paiement ou sur complètement. l'investissement, hein. Au départ, les néobanques, on disait oh, mais ça va pas, Oui, c'est une ils peuvent. catastrophe. Les banques nous tapaient dessus, les régulateurs nous tapaient Ouais, dessus. ouais. Ils nous ont mis la réglementation, on s'est mis en conformité. Il y a encore une nouvelle directive sur les services de paiement, la DSP3, qui en rajoute une couche. Mais maintenant, comme on a une taille critique, oui, on peut accepter de la conformité, de la réglementation supplémentaire et des responsabilités supplémentaires. Il n'y a pas de sujet, ça, on ne le remet pas en question. Par contre, comme on a déjà ce passif, on peut dire à l'ensemble de l'écosystème, que ce soit le législateur, que ce soit le régulateur, que ce soit le consommateur, attendez, il faut laisser de la place à l'innovation, il faut laisser de la place à l'imagination, parce qu'au final, euh, tout le monde a bénéficié, que ce soit les acteurs bancaires, que ce soit les utilisateurs, que ce soit les régulateurs, de l'arrivée des fintechs qui ont permis de relever les enjeux de la transformation Hmm. numérique dans le monde entier. Donc, il faut laisser la même place aux acteurs crypto. Et nous, on peut tenir ce discours en disant, regardez, si nous, on a réussi à devenir des acteurs fiables, des tiers de confiance, l'industrie crypto, elle jouera. Elle joue déjà en partie ce même rôle. On le voit bien avec des acteurs comme Circle, qui en fait
ont atteint une telle tellement critique qu'ils sont en train de se bancariser, s'institutionnaliser. Ils ont les moyens aujourd'hui de processer les choses de manière vraiment robuste. En tant que directrice d'une fintech, si tu devais donner un conseil quand je dis jeune entrepreneur, ça ne veut pas forcément dire jeune en âge, hein, mais aux personnes qui sont en train d'entreprendre dans cet univers-là, est-ce que tu auras un conseil à leur donner? Foncez. Ouais. N'ayez Écoute, pas je me peur. suis notée sur mes notes, je suis sûre Foncez. qu'elle va dire foncer. L'important, c'est l'idée, c'est la tentative, c'est l'expérience, le retour d'expérience. Oui, il y aura nécessairement des obstacles, des enjeux, mais même s'il faut revoir sa copie, il ne faut pas se décourager, il faut foncer. Si vous avez une idée dans le Web3, dans la crypto, il faut y aller. Moi, je voudrais aussi rassurer. J'aimerais bien, si c'est possible, que tu rassures en disant, mais j'ai fait que ça, parce que quand on parle toutes les deux, c'est vraiment ton truc. J'ai fait que ça, moi, de construire, déconstruire, déplacer. Si je prends l'image des Lego, j'ai fait ma tour et en fait, j'ai dû défaire les 2 premiers étages parce que mon Lego, il n'était pas à la bonne place. Et c'est OK, enfin, il n'y a pas le choix, en fait. Et Mais que c'est même, pas... c'est plus riche, en fait. Parce que quand tu es passé par ce que tu croyais être la voie directe, et en fait, c'était un détour, ou au contraire, tu as pris une voie directe, mais tu es obligé de prendre un détour. Ouais. Après, ta vision, elle est beaucoup plus riche. Et avec Allkey Wallet, si tu veux, le positionnement de marché, on l'a repensé 10 fois. Et les fonctionnalités, on les a repensées, alors peut-être pas 10 fois, mais on a Ouais. revu 3-4 fois. Donc, et c'est pas grave parce que ne se privant pas de la réflexion et du test et de l'expérience, maintenant, on sait vraiment vers quoi on va et, et comment on pense qu'on répondra vraiment à des besoins. Le podcast, il touche à sa fin. Merci beaucoup. Je voudrais... J'ai pas vu le temps passer, Marie. Je suis contente. Moi non plus. Et je trouve que tu es inspirante. Je trouve que tu es sincère dans ta façon de partager des difficultés rencontrées. Et puis que on est très similaires sur cette ambition de dire on en fait tout un monde, mais finalement, c'est pas une montagne, c'est une petite colline, l'adoption de la crypto. La question que j'aimerais te poser, la toute dernière, est-ce que tu peux me dire ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de notre échange? Tricky question. On a évoqué tellement de sujets. On a parlé de beaucoup d'obstacles, d'enjeux. On a parlé aussi d'opportunités. J'espère que les auditeurs vont comprendre qu'il y a pas mal d'opportunités. Donc, je dirais que dans un contexte haussier de bull run, voilà, pour moi, on est clairement dans le bull run, du moins sur le Bitcoin. Le 14 novembre Ouais, 2024. je l'assume. On est dans le bull run. Karima nous dit nous sommes en bull run. Ouais, moi je dis que nous sommes en bull run. Je dis aussi qu'il y aura probablement à un moment donné une petite. Enfin, moi, ce que je pense être une petite market correction. On verra si elle est un peu plus lourde que ce que moi je pense. Mais je dirais que, voilà, ce qui se passe aussi sur le Bitcoin, ça peut inquiéter un certain nombre de superviseurs, de régulateurs de marchés financiers qui peuvent se dire, ouais, on est en train de vivre une bulle, en fait. Donc là, de toute façon, ce qui est certain, c'est quoi qu'il se passe sur le cours du Bitcoin, de l'Ether ou d'autres altcoins, l'industrie crypto, elle ne va pas disparaître. Les choses ne vont pas s'effondrer. Il y a des mouvements, c'est cyclique, comme sur les marchés financiers. Donc, il faut prendre les choses sereinement. Il faut écouter beaucoup de voix différentes. Il faut commencer à tester. Si les auditeurs qui nous écoutent ne l'ont pas encore fait, je pense que maintenant, c'est le bon timing pour sérieusement s'intéresser à cette nouvelle classe d'actifs et à l'écosystème qui gravite autour des cryptos. Un grand merci, Karima. J'espère qu'on aura d'autres occasions de discuter sur d'autres échanges. J'en serais ravie. J'ai adoré t'interviewer. Moi aussi. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à contacter Karima sur Instagram et LinkedIn. Je crois que tu es très réactif et qu'au contraire, t'aimes qu'on vienne te challenger un peu et te poser des questions. Ouais, tout à fait. On vous mettra tout ça dans le descriptif et la suite au prochain épisode. Bonne Merci journée. Marion, à bientôt. À bientôt, au revoir.